Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un penseur finlandais qui ne laisse vraiment personne indifférent, Pentti Linkola. Pour en parler, on se base sur une série d'essais tirés de son livre Can Life Prevail. Et attention, c'est un auteur qui secoue. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut bien comprendre qui il était. Lincolas n'était pas un intellectuel dans sa tour d'ivoire, hein. C'était un pêcheur, un professionnel. Il a passé 50 ans de sa vie sur les lacs, dans les forêts de Finlande. Il a observé la nature changer, avec une précision redoutable. Sa philosophie, elle n'est pas abstraite, elle est vraiment ancrée dans le réel, dans la boue, le sang. Et c'est un peu ça notre but aujourd'hui, explorer cette vision écologique qui est radicale, sans concession. Il pose un diagnostic terrible sur notre monde. Et les remèdes qu'il propose, pour beaucoup, ils sont pires que le mal. C'est une pensée extrême, c'est vrai, on l'entend rarement, mais elle force à questionner nos certitudes les plus profondes. Alors, allons-y, plongeons là-dedans. Pour commencer, Linkola, il s'en prend à ce qu'il appelle les absurdités de la vie moderne. Et il le fait de manière très concrète, avec des anecdotes de sa propre vie. L'une des plus parlantes, c'est son expérience avec l'hygiène alimentaire. Oui, c'est un excellent point de départ, ça résume parfaitement sa pensée. Il se souvient de sa jeunesse, dans les années 40-50. À l'époque, les pêcheurs vendaient leurs poissons directement sur le quai. Sans toutes les normes qu'on a aujourd'hui, Exactement. Le poisson n'était juste gardé au frais sous des branches d'aulne humides, transporté à vélo, en bus, et ça ne posait de problème à personne. Personne n'est jamais tombé malade. et il oppose ça au monde d'aujourd'hui, bien sûr. Tout à fait. Il décrit ce qu'il appelle une hystérie de la fraîcheur. Maintenant, pour vendre son poisson, il lui faut une camionnette réfrigérée qui coûte une fortune, des boîtes en polystyrène, de la glace. Tout ça pour des trajets qui sont plus courts qu'avant, plus. C'est ça l'ironie. C'est un gaspillage monumental d'énergie, de ressources, pour un gain de sécurité qui est quasi nul. Pour lui, c'est pas du progrès, c'est une pathologie, le symptôme d'une société déconnectée du bon sens. Et cette déconnexion, elle n'est pas juste matérielle, il la voit aussi dans nos corps, non? Dans un de ses essais, Le corps finlandais, il est assez direct. Très direct, oui. Il constate que le travail physique, la force des muscles, a été complètement dévalorisé, remplacé par les machines. Il dit que les jeunes Finlandais, dès l'enfance, deviennent des esclaves de la technologie. Il voit des corps affaiblis, incapables du moindre effort un peu soutenu. Mais ce n'est pas juste une question de santé publique pour lui, j'imagine. Non, pas du tout. Et c'est ça qui est fascinant. Il relie directement cette faiblesse physique à notre impact écologique. Ah oui, quel est le lien? Pour lui, le remplacement de la force humaine par l'énergie fossile, c'est le fiasco de tous les fiascos. Chaque fois qu'on utilise une machine pour faire un truc qu'un humain pourrait faire avec ses bras, on alourdit le fardeau sur la planète. Donc en devenant plus faible physiquement? On est devenu collectivement une charge insupportable pour la biosphère. On a perdu ce lien physique direct avec les lois de la nature, avec les limites de notre propre énergie. Cette perte de lien, on la retrouve aussi dans son rapport au matérialisme, je crois. Il a des mots très durs sur les vitrines des magasins. Oh oui, il déteste ça. Les vitrines couvertes d'affiches de soldes, pour lui, c'est une agression visuelle, une pollution. Mais ce n'est pas que de l'esthétique, il y voit une charge mentale. Ces affiches, elles nous forcent à penser sans arrêt à l'argent, à la consommation. C'est un bruit de fond qui nous empêche de réfléchir à ce qui compte vraiment. Et qui est responsable de ce bruit de fond, d'après lui? Il vise directement les journalistes, les médias. Il les accuse de remplir les esprits des gens avec des déchets. Des déchets. Oui, des futilités, des scandales à dessous, et surtout cette promotion permanente de la consommation. Et pendant ce temps, dit-il, ils construisent des murs de silence autour des vrais problèmes. L'explosion démographique, l'effondrement de la biodiversité. Des murs de silence, de la tromperie. J'imagine qu'il applique cette même idée de mensonge à la gestion de la nature. C'est là qu'on en arrive aux forêts finlandaises et à sa fameuse supercherie verte. Absolument. C'est l'un de ses arguments les plus forts. L'industrie forestière finlandaise, le gouvernement, tout le monde affirme, chiffre à l'appui, que les réserves de bois du pays augmentent, que la forêt grandit. Et Linkola, lui, il dit que c'est le plus grand mensonge de l'histoire de la Finlande. Mais comment il peut dire ça? Il contredit des statistiques officielles, c'est sa parole contre celle des experts. Et c'est ça le cœur du problème pour lui. Il oppose son savoir de terrain, celui d'un homme qui a arpenté les mêmes forêts pendant 50 ans, au rapport froid des technocrates.
Pour lui, un rapport qui dit «la forêt grandit» sans faire la différence entre une forêt ancienne, un écosystème ultra complexe, et une plantation de pins alignée. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Pour lui, cette plantation, c'est un désert biologique. Alors il dit simplement «mes yeux me disent le contraire». Partout, il voit des coupes à blanc. Il voit les vieilles forêts disparaître, remplacées par ce qu'il appelle des pépinières d'arbres tout fins. Il a une parabole très forte pour illustrer ça, cette perte de valeur, l'histoire d'un même lopin de terre qui se transforme. Oui, cette histoire est terrible. Il décrit une forêt primaire d'une valeur inestimable. Étape 1, on la rase pour y planter du blé. Étape 2, des années plus tard, on bétonne le champ pour construire une usine. Étape 3, l'usine ferme, on détruit tout et on y creuse une carrière. Et à chaque fois, À chaque étape, il note avec une ironie mordante que les experts pourraient dire que la valeur naturelle du site n'a pas substantiellement changé. Après tout, un champ, c'est de la nature, une carrière, c'est de la roche, c'est naturel, quoi. c'est glaçant. Il vide le mot nature de son sens. Donc pour lui, le vert de l'écologie officielle, ce n'est qu'une façade. C'est exactement ça, une pelouse n'est pas une prairie sauvage, un champ de sapins n'est pas une forêt boréale. Il voit l'industrie forestière comme une mafia obsédée par le profit à court terme et totalement incapable de penser à l'échelle des siècles, la seule échelle de temps qui compte pour une forêt. Cette idée de perturbation des équilibres, de remplacement du complexe par du simple et rentable, il l'applique aussi au monde animal, j'imagine. Tout à fait, et sa vision des animaux est l'un des aspects les plus surprenants de sa pensée. Il n'est pas du tout un défenseur des animaux au sens où on l'entend d'habitude. C'est-à-dire? Sa seule priorité, c'est la santé de l'écosystème, l'équilibre global. Et ça l'amène à établir une hiérarchie très stricte entre les espèces. Une hiérarchie. Il y aurait des animaux qui ont plus de valeur que d'autres? À ses yeux, oui. Il pense que les humains ont créé des déséquilibres monstrueux. On a éradiqué certains prédateurs, on a introduit des espèces invasives. Pour lui, protéger la nature, ce n'est pas sauver chaque animal, c'est de rétablir un équilibre. Et ça peut demander des actions brutales. Et je suppose qu'il a des cibles bien précises en tête. Des espèces qu'il juge néfastes? Oh que oui. Et la cible numéro 1 va probablement en choquer plus d'un. C'est le chat. Le chat. Mhm. L'animal de compagnie. C'est une provocation, non? Pas du tout. Pour Linkola, le chat, c'est l'ange de la mort importé d'Égypte. C'est une de ces bêtes noires. Il le voit comme le prédateur le plus nombreux et le plus destructeur de Finlande. Il avance des chiffres. Des dizaines de millions d'oiseaux et de petits mammifères tués chaque année par les chats, domestiques ou sauvages. Il le considère comme une espèce invasive. Exactement. Un tueur redoutable qui n'a rien à faire dans la faune nordique. C'est une vision qui va à l'encontre de l'amour que des millions de gens portent à cet animal. Il s'en moque complètement. Il va même plus loin. Il critique violemment les associations de protection animale qui défendent le chat, ou d'autres espèces invasives comme le vison d'Amérique. Pour lui, ce sont des ennemis de la nature, parce qu'en protégeant ces prédateurs importés, il condamne la faune locale. Aimer la nature, ça voudrait dire parfois détester ce qu'il a détruit. C'est ça. Ça soulève une question vertigineuse. Qu'est-ce qu'un équilibre naturel aujourd'hui, dans un monde qu'on a autant modifié? Et est-ce qu'on doit jouer aux apprentis sorciers pour corriger nos propres erreurs? Et sa réponse, c'est oui. Total. La société est absurde, l'industrie ment, même nos animaux de compagnie sont un problème. Ce qui nous amène à la question, terrifiante, quelles sont ces solutions? Le cœur de son diagnostic, c'est que le problème, ce n'est pas une politique ou une technologie. Le problème fondamental, c'est l'humanité. L'humanité elle-même. Oui, notre nombre et notre appétit consommation. Et les causes profondes de ça, selon lui, ce sont nos valeurs, celles qu'on chérit le plus. Nos valeurs. C'est-à-dire? Il s'attaque aux piliers de notre pensée. La démocratie, qui pour lui n'est que la tyrannie des désirs égoïstes de la masse. La liberté individuelle, qui nous donne le droit de consommer et de polluer sans limite. Et surtout les droits de l'homme, qu'il qualifie de condamnation à mort pour toute la création. Attends, il remet en cause les droits de l'homme? C'est le socle de notre civilisation. Il les pulvérise. Il faut comprendre sa logique aussi, brutale soit-elle. Linkola ne pense pas en termes de morale humaine, de justice, d'égalité. Il pense en termes de loi biologique. Pour lui, l'humanité est une espèce peste, une population qui explose et qui détruit son habitat. Et dans la nature? Quand ça arrive, l'écosystème finit par réguler. Par la famine, les maladies. Il propose juste qu'on applique cette régulation nous-mêmes, de manière rationnelle, avant que la nature ne le fasse de manière bien plus horrible. Et concrètement, cette régulation, ça ressemble à quoi?
Les sources parlent de propositions écofascistes. Le mot est lâché et aimé. Il n'est pas complètement à côté de la plaque. Ces propositions sont extrêmes. Un contrôle des naissances obligatoire pour réduire drastiquement la population mondiale. L'arrêt de l'aide au développement. Oui, qu'il voit comme jeter de l'essence sur le feu de la surpopulation. Fin de l'immigration. Et pour appliquer tout ça, un gouvernement autoritaire. Une élite qui imposerait un contrôle sans compromis du citoyen. Avec une police verte au pouvoir quasi illimité. C'est un programme politique d'une violence inouïe. Comment peut-il justifier ça moralement? Il le justifie avec une métaphore, la plus célèbre et la plus terrible de son œuvre. Celle du canot de sauvetage. Imagine, dit-il, un navire qui coule, sans passagers. Et il n'y a qu'un canot de sauvetage pour 10 personnes. Tout le monde se jette à l'eau et c'est de m'ôter. Le canot menace de couler à son tour. Une situation impossible. Tous ceux qui s'agrippent au flanc du canot. C'est une image d'une violence absolue. Pour lui, la survie de la biosphère, le canot, est la valeur morale suprême, infiniment plus importante que la vie d'un individu. Sacrifier une partie de l'humanité pour sauver la vie sur Terre, ce n'est pas juste une option, c'est un devoir moral. Il nous force à regarder la situation non plus de notre point de vue, mais du point de vue de la planète. Exactement. Et de ce point de vue, nos droits, nos libertés sont peut-être le vrai problème. On a donc exploré la pensée de Pentti Linkola. C'est un voyage intellectuel éprouvant, qui nous oblige à voir en face des vérités très, très dérangeantes sur notre monde. Oui, son œuvre, c'est un défi frontal. Un défi lancé à tout ce qui fonde notre culture occidentale. Le progrès, la démocratie, la liberté et cette morale centrée sur l'humain. Il nous dit en gros que les valeurs qu'on considère comme sacrées sont en fait les outils de notre propre destruction. Et ça nous laisse avec une question finale, une question vraiment inconfortable. Linkola affirme que seule la privation, la difficulté, la lutte créent une vie humaine qui a un sens. À notre époque, qui valorise le confort et la facilité par-dessus tout, on est obligé de se demander « Et si notre prospérité, ce but qu'on poursuit tous, était en fait la source de nos problèmes les plus profonds ?»